Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce travail pratique de système embarqué 2. On va continuer le projet intégré ensemble. On avait commencé déjà la dernière fois à faire les interruptions. On a géré les interruptions au niveau du plus bas niveau qu'on avait, avec la table des vecteurs, avec la partie en assembleur. Aujourd'hui, on va continuer avec les interruptions matérielles. Cette vidéo, elle sera aussi, ou cette séance sera aussi en deux fois. Je vais vous faire deux vidéos. Une première vidéo qui vous explique la partie théorique plutôt, et dans la deuxième vidéo, je vous parlerai plus de l'implémentation pratique du code que vous allez devoir écrire. Le but aujourd'hui, ça va être que vous soyez capable de décrire les interruptions matérielles du microprocesseur ARM, de développer aussi une bibliothèque qui permette de traiter l'interruption matérielle. Typiquement, ça sera d'interagir avec l'INTC, de développer un pilote d'un périphérique en mode interruptif. On va faire par exemple pour les boutons poussoirs ou pour la roue codeuse, la wheel, vous allez implémenter un pilote pour ce périphérique en mode interruptif. Vous allez faire une application en mode interruptif pur pour tester votre programme. On va reprendre l'idée du compteur qu'on avait fait l'année passée, ou qu'on avait fait au semestre passé plutôt, où vous aviez dû faire un compteur avec la roue codeuse qui incrémentait ou décrémentait et les boutons qui permettaient de remettre à zéro. On va implémenter ça. Et vous allez également étudier le datasheet du processeur pour voir comment interagir avec ce processeur, donc avec les périphériques. C'est une séance de laboratoire, plus le travail personnel. Comme d'habitude, le rendu sur Git avec le journal de travail dans Report 3. La même chose que pour avant, vous travaillez en groupe de 2 et vous faites un rapport par groupe. Vous pouvez travailler, je vous laisse employer les outils que vous voulez pour travailler en groupe, je vous laisse vous organiser comme vous voulez. Alors, ce qui est à réaliser et ce qui existe déjà. Comme on reprend l'idée du compteur, vous allez reprendre le compteur et le module sec7 que vous aviez écrit le semestre passé. Vous allez prendre le interrupt et le exception que vous aviez écrit la fois précédente. Et on vous donne aussi déjà le AM335X GPIO avec les fonctions de base pour GPIO. Vous allez juste devoir à étendre ça avec la partie interruption. Donc vous allez implémenter vous un nouveau module GPIO qui va utiliser celui qu'on vous donne dans le libbbb pour implémenter les interruptions au niveau du GPIO. Mais pour pouvoir gérer ça, vous allez implémenter aussi un module INTC qui permettra de traiter les interruptions de type IRQ et qui va également dialoguer avec le chip, avec l'INTC justement pour pouvoir savoir quelle interruption a été levée, pour masquer une interruption et ces choses-là. Vous allez aussi compléter le DM timer avec des informations supplémentaires pour les interruptions. Pour l'instant, le DM timer, on l'a utilisé pour lire une valeur, pour avoir un timer sur la machine. Maintenant, on va améliorer ça ou compléter ça avec les interruptions. Vous allez aussi implémenter le driver du wheel pour la roue codeuse, dans lequel vous pourriez justement traiter les interruptions qui sont déclenchées par le GPIO pour pouvoir savoir dans quel sens la roue tourne, à gauche ou à droite. Et vous allez créer un petit programme main qui va tout ça mettre ensemble pour implémenter votre programme. Donc là, vous avez de nouveau l'explication en texte de ce qu'il y a à faire. Et pour rappel, donc on va reprendre ce qu'on avait fait au TP du semestre passé pour faire une application qui permettait de compter avec l'encodeur rotatif. Les boutons poussoirs. Les boutons et l'encodeur rotatif seront traités par interruption. Et on employera aussi le timer pour rafraîchir le set segment. Je vous rappelle, le set segment, il peut afficher que le digit de gauche ou de droite, mais pas les deux en même temps. On va simplement alterner très rapidement entre le gauche et le droite pour donner l'illusion que les deux sont allumés en même temps. Mais si on regardait au ralenti, on verrait qu'il n'y en a vraiment qu'un à la fois qui est allumé. Maintenant, avec la rémanence de LCD et avec aussi le fait que notre œil ne voit pas le changement aussi rapidement, on ne se rend pas vraiment compte de ce qui se passe. Mais juste avant ça, dans le semestre passé, on l'avait fait dans le main où on appelait la fonction refresh. Maintenant, votre programme, il va utiliser une interruption, un timer pour faire ça. Donc vous pourriez avec ça également choisir la vitesse à laquelle vous aimeriez rafraîchir votre écran. Le programme, donc il sera en mode interruptif pur, ça veut dire que le main fera rien du tout. Le main, il fera juste un while true qui va rien faire, une boucle qui va rien faire. Toutes les actions seront gérées par interruption. Un petit rappel théorique, l'interruption par rapport à un périphérique, c'est un événement qui arrive sur le périphérique. Cet événement sur le périphérique fait que le périphérique
envoie une interruption au processeur qui va ensuite exécuter une routine qu'on appelle le ISR ou Interrupt Service Routine. C'est la routine qui est lancée par le processeur. On verra par quelle manière, par quel mécanisme on arrive à faire ça pour traiter l'interruption. Par exemple, supposons que l'événement ça soit une touche pressée sur le clavier ou un caractère entré sur le port série. Le périphérique génère une interruption et la routine, elle devra dialoguer avec le périphérique pour savoir par exemple quel bouton a été pressé. En plus de l'interaction avec le matériel pour pouvoir réagir à des événements externes, les interruptions sont également employées dans les systèmes modernes pour pouvoir exécuter du code en mode supervisor. Votre application qui tourne en mode user space, normalement, ce n'est pas le cas chez nous. Dans nos TP, pour l'instant, on va tout faire, nous, en supervisor. Mais sur un système Linux, par exemple, l'application, elle tourne, elle, en mode user. Et quand elle a besoin d'une fonctionnalité supplémentaire qui nécessite des permissions ou des droits supplémentaires, dans ce cas-là, on va appeler une routine en kernel space qui va nous faire un service noyau. On appelle ça aussi un system call ou un supervisor call. D'ailleurs, le SVC veut dire supervisor call. Et ça permet comme ça à l'application de faire des choses au noyau avec plus de privilèges. Par exemple, lire un secteur du disque ou allouer de la mémoire. Nous, on n'a pas vraiment l'utilité de ça, mais c'est juste pour un rappel théorique. Et ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que notre processeur, il gère les deux choses de la même manière. Que ce soit une interruption qui vient d'un périphérique de type IRQ, ou alors une interruption de type logiciel, un SVC, pour le processeur, lui, c'est la même chose. Je vais prendre l'exemple de l'IRQ. Qu'est-ce qui se passe quand on arrive avec un IRQ ? Cette interruption donc est amenée au processeur, ou la ligne IRQ du processeur est activée. Le processeur, il détecte l'interruption, il va regarder dans sa vector table, et il va exécuter l'instruction qui se trouve à l'endroit correspondant. Si c'est un IRQ, il ira à l'adresse ici pour générer un IRQ. Ensuite, là, vous avez déjà fait ça à la fois précédente. Vous avez implémenté une routine en assembleur. Vous avez implémenté aussi la vector table. Donc, on va faire le IRQ handler. Et le IRQ handler, lui, c'est la partie en assembleur qui va sauver les registres et ensuite qui va appeler une routine en C qui, elle, utilise la table des listeners. Et pour chaque type d'interruption, on va avoir une entrée dans la table des listeners. Et cette table, on la gère nous-mêmes avec le on-event, comme on avait mis, le interrupt on-event. On peut attacher ou détacher des handlers dans cette table très facilement. Et comme ça, à la fin, votre programme en C, il reçoit comme argument le numéro d'interruption qui a été généré. Il va regarder dans la table et il fait le code correspondant, par exemple, pour l'ISR. Si c'est un SVC, c'est la même chose. Le SVC, elle ne rentre pas dans le processeur, mais c'est une instruction du processeur qui génère une interruption de type SVC. Lui, il va regarder dans la vector table, il voit une instruction, il appelle le programme en assembleur, qui va lui appeler de nouveau le interrupt handler que vous avez fait en C, qui utilise la table des listeners pour appeler le syscall handler. Donc voilà, tout est fait. C'est fait exactement de la même manière. Maintenant, pour le traitement de l'interruption matérielle, qu'est-ce qui se passe du moment où on va prendre l'exemple le plus éloigné possible, ou celui qui traverse le plus de composants, c'est un bouton poussoir. Alors supposons que vous ayez ici le external I/O qui soit un bouton poussoir, qui soit connecté à une broche du processeur. Quand ce bouton va être pressé, le fil qui connecte ce bouton au GPIO donc, va changer d'état. Normalement, pour un bouton, si le bouton est lâché, l'état est à 1, et si on presse le bouton, l'état vient à 0. On utilise pour ça une résistance de pull-up, et puis on met l'interrupteur, le bouton poussoir, pour connecter cette résistance pull-up à la masse. Donc c'est pour ça que le signal va passer de 1 à 0. Donc le GPIO voit que le signal est passé à 0, et on a configuré le GPIO pour lui dire, si tu vois que cette broche passe à 0, alors génère une interruption. Lui, il va générer une interruption, et comme le processeur, lui, il n'a qu'une seule ligne d'entrée, IRQ, on va utiliser un périphérique qui va permettre de multiplexer toutes les interruptions matérielles qu'on a dans notre système. Que ce soit celles qui viennent du GPIO ou celles qui viennent d'autres périphériques internes, comme par exemple un timer ou un port série ou un port réseau ou un port USB ou d'autres choses encore à l'intérieur du système, tous ces périphériques vont être connectés à l'INTC. Il a, lui, la possibilité de gérer 128 périphériques en entrée, et le GPIO, c'en est un. Notez qu'on n'a pas un GPIO, mais on en a 4 des GPIO dans notre système, et chaque GPIO peut contrôler jusqu'à 32 broches.
Donc le signal du GPIO, l'interruption qui est générée par le GPIO est amenée à l'INTC. L'INTC, lui, va trier les interruptions qu'il a reçues, soit du GPIO ou d'autres périphériques. Il va prendre celle qui est la plus prioritaire à ses yeux, ou par rapport aux règles qu'on lui a données, et il va ensuite il va lever une interruption dans le processeur avec la ligne IRQ. Théoriquement, il pourrait aussi utiliser le FIQ, mais notre système n'a pas de FIQ, donc il n'emploie que le IRQ. Et ensuite, le processeur, lui, il va reprendre dans sa table pour savoir quoi exécuter. Donc voilà tout ce qui va se passer au niveau matériel quand une interruption est levée. Vous avez ici la description de toutes ces différentes étapes qui sont faites encore ici. Et si on regarde maintenant, on a de nouveau le schéma ici matériel. Qu'est-ce qui se passe du côté matériel? Et on va regarder comment est-ce que le système va réagir à ces interruptions ou à ces différents niveaux de matériel au niveau logiciel. Ok, donc on reprend notre bouton poussoir qui est connecté au GPIO. Le GPIO lève une interruption qui est envoyée à l'INTC. L'INTC trie l'interruption et la propage vers le processeur par sa ligne IRQ. Et le processeur utilise la vector table pour, via une fonction en assembleur, appeler la routine d'interruption. Et la routine d'interruption, elle va avoir aussi une table. J'ai dessiné ici les tables. On a dans notre système, on a ici une vector table qui sera la première table qui est employée dans notre système, et on a une table qui est gérée par l'IRQ handler qui sera de la même taille que la vector table. Cette table-là, c'est là où vous allez vous attacher vos différents handlers pour vos différents périphériques. On pourrait se dire, ok, mais on n'a pas besoin d'une table, on a déjà la vector table. Mais cette vector table, elle a des instructions en assembleur, elle est beaucoup plus compliquée à gérer que cette table ici, qui elle contient juste des pointeurs de fonctions, elle est implémentée en C, on attache facilement des choses. Donc c'est pour ça qu'on va utiliser cette table-là. Cette table, elle est fixe, on ne va jamais la toucher. Et toutes les entrées pointent sur la routine en C, qui elle va ensuite avoir une table qui elle va être beaucoup plus dynamique, où l'utilisateur final pourra utiliser cette table pour pouvoir attacher les handlers qu'il veut. Un de ces handlers, celui qui gère l'IRQ, va être l'INTC. Et l'INTC, lui aussi, va avoir une table qui lui sera associée. L'INTC, il a aussi sa propre table qui aura, elle, donc 128 entrées, et qu'on va aussi nous avoir, on aura un INTC on event ou quelque chose du genre, dans laquelle on pourra attacher une routine et dire si c'est le périphérique numéro, je sais pas, le numéro 12, qui est le GPIO, alors on appelle la routine GPIO. Donc lui, il va aussi avoir, l'INTC va également avoir une table de 128 entrées pour savoir quoi gérer. Et ça sera aussi à vous d'implémenter cette table. Et lorsque le interrupt handler que vous avez écrit ici, dans cette partie-là, appellera via un pointeur de fonction l'INTC, l'INTC il va questionner le device INTC pour lui dire qui c'est qui a fait l'interruption. Et vous allez recevoir le numéro de l'interruption qui a été faite, comprise entre 0 et 127, et vous allez avoir, vous, dans cette table ici, l'entrée correspondante. Et si par exemple c'est le GPIO, alors vous allez avoir le pointeur de fonction qui va pointer vers le GPIO. Et le GPIO, lui aussi, va avoir une table avec les différentes entrées. Donc le GPIO, lui aussi, a une table. Maintenant, on a 4 GPIO. À vous de voir, est-ce que vous voulez faire une grande table avec toutes les entrées, les 4 fois 32 entrées, ou alors faire 4 tables pour chacun des GPIO. Ça, c'est en principe à vous de voir comme vous avez envie de le faire. Les deux solutions sont possibles. Et aussi le GPIO, lui, donc pour chaque GPIO, on va avoir 32 entrées. Et ces entrées correspondent aux 32 pins qu'on a dans le système. Donc si on regarde maintenant, qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on a pressé le bouton? Comment est-ce que la pression du bouton, on aimerait faire que si on presse ce bouton, on appelle cette routine qui s'appelle appl.io par exemple. C'est la routine qui remet le compteur à 0 ou qui incrémente une valeur ou qui change une fonction, etc. Donc l'idée c'est d'implémenter cette routine et de l'attacher à une des pins du GPIO correspondante à la pin sur laquelle est connecté le bouton.
Et quand le bouton va être pressé, on fait le chemin vers ici, GPIO, INTC, microprocesseur, la table des vecteurs, on appelle l'interrupt avec le paramètre, le numéro du vecteur correspondant à IRQ. Lui, il va dire, ah, IRQ c'est INTC, INTC demande au device ce que c'est. Il a le numéro entre 0 et 127, il regarde dans cette table, il dit, ah, c'est le GPIO, ok, donc on appelle le handler du GPIO. Le GPIO demande le hardware correspondant, le module GPIO correspondant pour dire quelle est la pin qui a été levée. Il rentre dans sa table ici pour savoir l'entrée correspondante, il appelle la fonction et pour terminer, c'est ce qu'il va appeler la routine Apple I/O. Si à la place du bouton, c'est le timer qui nous intéresse, c'est un événement qui vient du timer, par exemple, pour rafraîchir l'écran, on aimerait faire que ce Apple Timer, par exemple, c'est une fonction qui rafraîchit l'écran, qui dit on change maintenant, on passe du gauche au droite ou du droite au gauche. Là aussi, le timer va être configuré pour générer une interruption tous les n microsecondes, et dès que l'interruption arrive, l'interruption est connectée à l'INTC, c'est un périphérique interne qui est connecté à l'INTC. L'INTC va envoyer l'interruption au processeur, vector table, interrupt. Lui ici, il reçoit toujours un IRQ, c'est toujours le mode IRQ, donc il appellera toujours le INTC, sauf que maintenant dans la table, quand on va demander qui a fait l'interruption, l'INTC nous dira c'est pas le GPIO, c'est le timer. Et nous, on va accrocher la routine timer correspondante dans notre table et on va appeler la fonction du timer qui va, par exemple, rafraîchir l'écran. Si on regarde les différents modes d'interruption qu'on a à ces différents niveaux-là, entre l'INTC et le processeur, là on est en mode par priorité. On n'a que l'IRQ, mais théoriquement on aurait aussi le FIQ qui aurait une priorité plus grande. Donc là on a un système d'interruption par priorité. Ensuite, entre les différents périphériques qui rentrent dans l'INTC, là on a un système vectorisé. Le processeur, votre programme, votre routine ici, elle peut demander à l'INTC directement qui a fait l'interruption et elle vous dira c'est le numéro tel et tel. C'est pas à vous de chercher, vous recevez directement le numéro de l'interruption qui a fait, le numéro du service qui a fait l'interruption. Donc c'est pour ça qu'on parle ici d'interruption vectorisée. Le GPIO, par contre, bien que votre routine puisse demander au GPIO quel bouton s'est fait, le GPIO, lui, il ne sait pas laquelle des pins a été activée. Le GPIO, il va vous donner l'état de ces pins. Vous aurez un nombre de 32 bits qui aura l'état des pins. Et là, il va falloir chercher, il va falloir scruter, prendre un à un les 32 bits pour savoir lequel est dans quel état. Donc c'est pour ça que dans notre processeur, on dit qu'on a les trois modes d'interruption. On a de la scrutation au niveau du GPIO, on a de la vectorisation ou des vecteurs au niveau de l'INTC et on a des priorités au niveau du processeur. Voilà, cette partie est encore expliquée ici, la manière dont le système fonctionne avec les interrupts, avec l'IRQ handler. Dans la prochaine vidéo, on va s'intéresser à la programmation de l'INTC et on verra également comment chercher de l'information dans le manuel de référence pour comprendre tout ça. Alors, je vous laisse relire peut-être, essayer de comprendre les explications que je viens de donner sur cette première partie et je vous prépare la deuxième partie avec la partie plus pratique. Merci, à bientôt.